Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre elles, votre émission de femmes sur la belle télévision, la chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, la santé de la femme n'a pas de prix. C'est pourquoi il lui faut rester en bonne santé pour mieux aborder les défis de la vie. C'est dans cette optique que la Conférence nationale du leadership féminin a organisé les 15 et 16 juin sous le patronage de Madame Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de transition en Centrafrique, une conférence débat au cours de laquelle il a été question de l'éducation, du leadership, mais aussi et surtout de la santé des femmes. Comment briser les tabous, parce que de moins en moins, les femmes se rendent vers les médecins pour connaître leur état de santé. Dans l'élément qui va suivre, je vous propose l'économie de ces moments d'intense échange. Nous allons donc passer au troisième talk qui concerne la santé des femmes, comment briser les tabous. J'espère qu'au sortir de ce talk, chacune de vous passera le message à la voisine pour lui dire qu'un pays se construit avec ses filles et ses fils. Et qu'il ne s'agit pas de garder la maladie qui nous ronge pour nous-mêmes. Nous pouvons tendre la main et attendre que quelqu'un nous la tienne. Donc nous allons appeler les intervenants, les panélistes, que je vais vous demander à chaque fois d'applaudir très fort parce que ce sont des personnes ressources. Il s'agit de médecins pour la plupart. Un seul ne sera pas malheureusement là. Mais on va faire avec celles qui sont là parce qu'avec elles, on peut également compter. Donc je vous remercie déjà d'applaudir tous les panélistes qui sont passés avant nous et ceux qui vont arriver après nous. Pour ce faire et pour ce troisième talk, qui tourne autour de la santé des femmes, comment briser les tabous, ou plutôt brisons les tabous. Je vais appeler très respectueusement le docteur Ambunda Ledaga Nathalie, qui est gynécologue obstétricienne. Elle est directrice du programme de prévention et contrôle des cancers. Je vais vous demander de ne pas l'accueillir timidement, mais de l'accueillir avec la même main. Merci docteur, installez-vous. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nous. Je vais également appeler le docteur Élise Aubal, qui est directrice du CHU d'Ovando. Applaudissements nourris et fournis, s'il vous plaît. C'est un honneur, madame, de vous compter parmi nous. Voilà, juste à côté de moi, très bien. Juste à côté, il y aura Madame Jeanne d'Arcong Ndès, j'espère bien prononcer le nom, qui est présidente d'ASAFAC, coach conseil en images personnelles et professionnelles, CEO de l'agence de conseil en images, communication et relooking, Phoenix Images. Vous la voyez, elle représente ce qu'elle vend. C'est une femme entrepreneur. Un maximum d'applaudissements pour qui elle est. Nous aurions dû avoir pour ce panel un homme. Malheureusement, il nous a fait faux bond. Mais comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. On espère qu'avant la fin de nos discussions, que ce dernier sera là. J'aimerais que l'on ne soit pas comme des téléspectateurs, parce que j'ai quand même été un peu heurtée par la non-participation des femmes. Si vous avez des questions à un moment ou à un autre de la discussion, levez la main où vous vous trouvez, nous allons faire très vite pour essayer d'évacuer les deux prochains talks et surtout les périodes de formation qui sont indispensables pour les femmes. Mesdames et messieurs, je vous demande encore un maximum d'applaudissements pour ces femmes que je m'en vais rejoindre. Qui mieux que la femme pour porter les causes d'un pays, pour porter les choix que nous faisons aujourd'hui, parce qu'il y a eu les femmes juristes au Gabon, vous vous souvenez, elles ont balayé d'un revers un certain nombre de choses. Il y a eu les femmes juristes en Centrafrique qui ont posé des actes concrets. Et aujourd'hui, la femme a le droit de citer. Pour toutes ces femmes qui nous ont précédées, comme Madame Rose Francine Rogombe Tapis Rouge, qui n'est plus de ce monde, j'aimerais un maximum d'applaudissements. La question, je nous la pose. La santé des femmes. Lorsqu'on dit santé des femmes, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, la santé des femmes, c'est une femme qui est en bonne santé, donc qui peut contribuer au développement de son pays. Quand on parle de santé des femmes d'entrée de jeu, et je fais un tour de table rapide, quand on parle de santé des femmes, je commence par vous, puisque vous êtes en minorité à droite, on va faire deux. On commence par vous, la santé des femmes, docteur. La santé des femmes, c'est un bien-être physique et mental. Bien-être physique et mental.
Et ce bien-être physique et mental ne saurait se faire sans éducation, sans autonomisation. Pour résumer, la santé de la femme, moi je vous dirais tout simplement, c'est lorsque la femme n'est pas malade qu'il faut parler de sa santé. Merci beaucoup. La santé de la femme revient à déjà dénoncer les non-dits. C'est également parler de tous les mots qui peuvent empêcher à cette femme de s'épanouir professionnellement comme socialement, et également sur le plan familial. Donc l'épanouissement de la femme sur le plan psychologique et également au niveau de la société, parce que la femme, la bonne santé de la bonne santé de la femme dépend justement la bonne santé d'un pays. Est-ce que c'est pas le poids de la tradition qui aujourd'hui empêche ces femmes d'aller vers les centres, les structures agréées, les hôpitaux pour se faire dépister par exemple d'une maladie ou attendre simplement que la maladie se manifeste pour aller finalement voir un médecin? Est-ce que c'est pas le poids de la tradition? Je vous rappelle que nous sommes au Gabon, dans un pays équatorial, entouré de sa médecine gratuite. Gratuite. La forêt est là pour ça et les plantes sont en abondance. Dans nos traditions, nous avons la médecine préventive qui prend une grande place. Dans notre manière de manger. On mange parfois sans huile, on mange parfois sans sel, on mange parfois acide, on mange parfois amer. Vous vous demandez pourquoi. On ne le fait plus. On grille les saucisses. On va au restaurant. Alors que chez moi, quand vous servez quelqu'un au village avec une sauce avec plein d'huile, il va te dire non. Ne me mets pas trop d'huile, je risque d'avoir la tuberculose. Tout ce savoir-faire-là, je comprends bien qu'il y a les centres agréés, mais notre tradition consacre la médecine. Il y a la médecine curative, la médecine initiatique. Maman Bengaï, là je vous coupe. Est-ce que ce n'est pas ces traditions, justement, le poids de celles-ci qui font que les femmes ont du mal à se rendre dans les hôpitaux pour rencontrer des médecins qui sont dûment formés pour justement connaître leur état de santé, découvrir si oui ou non elles sont malades? Si je vous retourne la question, je vous dis que dans la tradition, ils ne savent pas ce qu'elles sont. Pourquoi c'est en sens unique? Nous devons travailler ensemble, c'est pour cela qu'on a reconnu la médecine traditionnelle et qu'on l'a versée dans le système de santé publique gabonais. D'accord. Voilà le problème. Donc on ne pose pas la question dans un sens. D'accord, je vais la poser dans les deux sens, mais plus tard. On va permettre à madame... C'est Maman Benga, elle est très traditionnaliste et elle le porte très bien. Elle sait défendre les causes qui sont véritablement qui sont bien exprimées par la tradition. Mais revenons quand même à l'essentiel. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que les femmes refusent de connaître leur état de santé, donc de se rendre dans les hôpitaux? On a parlé de l'ignorance. Madame Jeanne d'Arc, quoi d'autre? Je ne parlerai peut-être pas d'ignorance, mais plutôt de méconnaissance de certains faits. Alors, je vais aborder là d'emblée le problème du périnée, par exemple, des fuites urinaires. Juste une anecdote. Alors, je rentrais de France et alors il y a ma soeur qui avait accouché et je lui demande si elle a fait une rééducation du périnée après l'accouchement. Elle n'avait jamais entendu parler de ça, donc elle était surprise. En fait, vous avez là la preuve que pour certaines personnes, ce n'est pas seulement l'ignorance qui empêche d'aller vers les structures hospitalières, mais plutôt la méconnaissance d'une information. Voilà. Et à ce sujet, pour continuer dans le sens du problème du périnée, qui est un grave problème ici au Gabon, parce que beaucoup de femmes en souffrent, elles souffrent en silence, elles n'en parlent pas. Donc le périnée, pour la fuite, l'incontinence, c'est l'incontinence urinaire, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ses urines. D'accord. Donc, beaucoup de femmes, même sur le plan social, n'ont plus de vie sociale parce qu'elles craignent qu'à l'extérieur, elles ne soient indisposées. Il y a beaucoup qui, malheureusement, stoppent d'emblée toute vie sexuelle avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. Alors, moi, à ce sujet, je pense qu'il est important d'en parler,
surtout les autorités compétentes, les professionnels du métier, notamment les sages-femmes, faire passer le message, en parler, voilà, pendant l'accouchement, après l'accouchement, c'est qu'il faut faire, des exercices à faire, parler déjà, informer, sensibiliser les femmes à ce sujet. Et ça éviterait déjà qu'on se retrouve avec tous ces cas d'incontinence urinaire. D'accord. Est-ce que vous pensez là, et je me retourne vers vous, docteur Ambouna Daga Nathalie, est-ce que vous pensez qu'à votre niveau, vous, les médecins, donc les spécialistes, vous ne jouez pas un rôle de sensibilisation, vous êtes juste là pour la guérison de ces maladies que vous identifiez par la suite? En fait, ici, le problème est global. La personne vit, elle sort d'une famille. Avant, lorsqu'on accouchait, on était dans la famille après. Et il y a ce qu'on appelle couramment l'eau chaude. Ce sont des bains chauds avec des bains de vapeur. En fait, c'est comme du sauna. Et ça aidait, avec des massages au niveau du ventre, à l'aide de serviettes, ça aidait en fait à muscler le ventre et du coup, ça renforçait le périnée. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire traditionnellement. C'est une forme de kinésithérapie, c'est une rééducation. Et là, dans notre alimentation aussi, nous aidait, comme le disait tantôt Madame Benga, parce que finalement, la tradition, ce n'est pas forcément aller ingérer un médicament. C'est un mode de vie, c'est un comportement alimentaire. Or, aujourd'hui, le comportement alimentaire n'y est plus, le comportement social n'y est plus. Pourquoi? Nous perdons les repères. Pourquoi? La fille accouche jeune, elle accouche seule, elle tombe directement dans un choix. Parce qu'elle se retrouve enceinte avant d'avoir déjà connu son corps à elle. D'accord. Le territoire dans lequel elle vit, qui est donc son corps, elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas ce qui se passe après un rapport sexuel. Du coup, on est surprise d'être enceinte. Après, on est surprise 9 mois après d'être en travail. Alors que théoriquement, une femme qui est enceinte devrait attendre un bébé dans 9 mois. C'est à 9 mois qu'on se demande où elle allait être, qui va payer la chambre. Vous voyez un peu le niveau d'éducation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui nous fait comprendre que le problème n'est plus dans l'accouchement ou la grossesse, il faut repartir en arrière. D'accord, mais puisque nous l'avons identifié, que faut-il faire? On va y arriver. Voilà, il faut repartir en arrière dans l'adolescence pour avoir une solution durable. En d'autres termes. Voilà. En d'autres termes, reprendre l'adolescente, l'éduquer depuis voilà. l'école, On même parle depuis encore le d'éducation. CSE. D'accord. Voilà, on revient à l'éducation. Je me retourne vers vous pour demander, aujourd'hui les statistiques dans le monde montrent que le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le VIH-Sida sont encore des causes de mortalité chez la femme. Au niveau du Gabon, par exemple, on ne va pas parler de la sous-région, mais du Gabon, quelle est parmi ces maladies-là, justement, celle qui occupe la première place et pourquoi est-elle justement au niveau de la première place? Le micro. Au niveau du Gabon, il y a deux prédominances des cancers féminins. C'est le cancer du col, qui atteint 16 femmes, donc 20 femmes sur 100 000 femmes gabonaises. 20 femmes sur 100 000 femmes gabonaises. D'accord. Au niveau du cancer du sein, on a 16 femmes sur 100 000. Sur 500 dépistages faits par an, 400 femmes décèdent d'un cancer au Gabon, dont la première cause est le cancer du col et vient en second le cancer du sein. Aujourd'hui, bon, avec les campagnes de dépistage, les dépistages précoces qui ont été lancés depuis 2014, grâce à l'action jumelée du ministère de la Santé et de la Fondation Sylvia Bongo Ondiba pour la famille, ces chiffres sont quand même en net recul parce qu'un dépistage précoce chez la femme garantit une guérison. C'est ce qu'il faut faire comprendre aux femmes. Les femmes, on le voit de plus en plus, adhèrent de plus en plus massif vraiment à ces campagnes. Si au début il y avait une réticence, mais de plus en plus on a une adhésion et régulièrement les femmes viennent se faire dépister. C'est vrai qu'au Gabon on aime souvent les effets de masse, mais ces centres de dépistage existent en permanence toute l'année. Mais c'est dès qu'on entend Octobre Rose que ces centres vont être envahis, alors que les femmes ont la possibilité de connaître leur statut
bien avant les campagnes de masse. Et ces campagnes-là concernent-elles que les femmes de Libreville ou elles concernent également les femmes de l'arrière-pays? Elles concernent aussi bien parce que ce programme... On n'attend pas octobre pour toucher aux femmes de l'arrière-pays. Non, disons, elles ont été lancées dans tout l'arrière-pays, dans les 9 provinces. Dans les 9 provinces, aujourd'hui, dans un centre médical où il y a une sage-femme, vous pouvez partir, demander à faire un dépistage et ça se fait gratuitement. Mais qu'est-ce qui fait que les femmes, justement, refusent d'aller se faire dépister? Parce que, d'après un médecin, les femmes qui arrivent à l'Institut de cancérologie de Libreville se plaignent déjà d'une douleur. Elles ne vont pas systématiquement se faire dépister, même quand elles vont bien. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En plus de l'ignorance qu'on a déjà citée, mais encore. Il faut dire que chez la femme africaine, oui, l'intimité c'est quelque chose un peu de tabou. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un degré où on ne peut plus supporter. C'est là, en général, où on vient à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que le tabou doit encore exister en 2018? Oui, non? Oui ou pas? Non. D'accord. Donc on continue. On continue pour poser la question, comment briser les tabous? Parce qu'on va aller aux pratiques. Tous les chiffres, tout ce que dit la médecine, c'est bien, mais comment briser les tabous? Doit-on revenir à l'éducation de la jeune fille? Doit-on revenir aux fondamentaux? Maman Benga, je pose la question. Je déplorais la première partie qu'on avait nos confréries féminines, il n'y avait pas de tabou. Dans les confréries, les femmes se déshabillaient et on vous écarte ça et on vous parle bien de ce qui se passe. Donc il n'y avait pas de profane dans tout ça. D'ailleurs, lorsqu'on donne la dot chez nous, la médecine est représentée d'abord par le tabac. Et le plateau technique, c'est la natte. La production, c'est-à-dire le fait de la reproduction, c'est symbolisé par le sel. Donc l'Africain est celui qui parle moins, mais ces symboles, ces gestes, ces signes en disent long. Donc on n'avait pas de tabou. Les choses de femmes se parlaient entre femmes. Et la jeune fille était bien préparée. Aujourd'hui, vous préférez manger la nourriture industrielle qui est la cause de cette standardisation-là. Il y a les cancers féminins au pays des Blancs, vous aussi vous devez avoir ça. Alors que nous, à notre époque, on ne connaissait pas ça. À l'âge où je suis, je pisse dans mon pot chaque matin. Je mets le doigt et au goût. S'il y a trop de sel, je ne vais plus manger la nourriture avec le sel. Oui, il faut le faire. Moi, je vais voir mes petits-enfants. D'accord. Est-ce que médicalement c'est autorisé, docteur? S'il vous plaît, aidez-nous. Parce que Maman Benga, c'est la tradition. D'accord. On est d'accord. Il y a la science là-bas, ne parle pas comme ça. Non, il y a la science. Maman Benga, maman, permettez, docteur. Non. Allez-y, dites-nous. Tout ce qui ne tue pas. Rend plus fort. Tout ce qui ne mais tue attention. pas est autorisé. En fait, docteur. Ici, il faut le reconnaître, Maman Benga est compétente pour ce qu'elle fait. D'accord, ça c'est la tradition. Mais attention, nous sommes dans une logique médicale. Nombreuses des Gabonaises, si nous sommes 100 avec Maman Benga à l'intérieur, il y a peut-être que 2 qui approchent sa compétence. Le reste n'en sait rien. Du coup, on ne peut pas vraiment suivre cette pratique. Comme elle disait tantôt, il faut aller à l'information, connaître et pratiquer. Mais si on connaît, on ne pratique pas. Qui va à l'information? Ces jeunes filles, elles vous ont... Comme tout est déjà institutionnalisé, ça va donner l'occasion ici d'aller dans le sens peut-être d'ouvrir des écoles, d'institutionnaliser et de faire des recherches pour savoir à quel niveau exactement la médecine préventive aide chez les Gabonaises. Parce que même au niveau de l'accouchement, pour déclencher le travail, il y a des femmes, il y a des ethnies qui utilisent des feuilles. Et ça déclenche sérieusement le travail. Il est question ici de se mettre désormais ensemble pour faire des recherches et savoir exactement quel est l'impact et comment on peut l'utiliser. Parce que finalement, pendant que nous on achète un médicament qui déclonche le travail, elle a pris une feuille à 0 francs qui a déclenché le travail. Dont on ne connaît pas forcément l'ampleur du dosage, justement. Quel a été le dosage, quel a été l'impact de ce phénomène sur elle? C'est la partie
qui fait en sorte que, sur le plan de la médecine moderne, on soit réfractaire. Parce que nous n'avons pas mis l'accent sur la recherche. Et pourtant, le même produit, si l'Européen vient prendre cette plante-là, l'amène en Europe, il la transforme. Mais à qui la faute? À qui la faute, docteur? Nous sommes justement là pour ça. D'accord, commençons par émettre des pistes de solutions. Voilà, nous commençons sommes là pour par cela. ça. Avant de commencer, il faut d'abord qu'on s'éduque. D'accord. Mais nous, à nos âges, moi je pense que c'est pas que c'est foutu, mais je pense que nous devons plutôt prendre le leadership pour attraper nos filles. D'accord. Mais le leadership, est-ce que le leadership ne doit pas commencer à la maison, justement? Justement. Avec ces mamans-là. Avec ces mamans. Qui sont démissionnaires pour la plupart, non pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce que les obligations professionnelles font qu'elles ne sont pas sur place. Non, ça commence où? C'est pas celles qui travaillent là forcément qui sont démissionnaires. Dites-nous. Il y a l'adolescente qui a accouché l'enfant. D'accord, mais avant qu'elle n'accouche. Quand elle a accouché l'enfant, elle ne peut pas l'éduquer. Or, aujourd'hui, les enfants ont des exigences. Oui, mais avant d'accoucher, on prend bien une grossesse, on a 15 ans. C'est une jeune fille qui est entrée dans sa physiologie. D'accord. Et naturellement, elle a envie du rapport sexuel. D'accord. Maintenant, le rapport sexuel ici est comme un traitement. Il faut maintenant lui donner comment on le prend, à quelle fréquence on prend le rapport sexuel, quelles sont les conditions pour l'aborder sans avoir les effets inattendus par rapport à son âge. Alors moi, là quand même, je m'arrête parce que docteur, ce que vous dites, c'est un joli programme comme ça, voilà. Mais on le fait comment? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment joli. Dit comme ça, on le met sur le papier, on fait, je jure, je vais faire, mais on le fait comment? Madame le ministre l'a abordé, il y a désormais des cours d'éducation sexuelle et la santé qui vont être mis en place avec l'aide de l'UNFPA dès l'année prochaine. Dans les établissements? Déjà, dans les établissements. Vous avez vu le sujet de cette année. À l'intérieur, il y a eu une question sur la procréation, la fécondation. Mais encore. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des élèves du CM2 qui savent que en faisant un rapport sexuel, l'ovule et le spermatozoïde vont se mélanger pour faire un enfant. Alors moi je vais vous choquer. J'ai fait un micro-trottoir mercredi et j'ai demandé à des jeunes comment on fait pour avoir des bébés. Ils avaient 15 et 17 ans. Comment on fait pour avoir le bébé? Ben, on va avec un garçon, on fait bon, comment on fait pour éviter d'attraper le sida? On met le préservatif et puis c'est tout. Mais est-ce que le préservatif c'est tout? Et qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? Le professeur a dit que le préservatif suffisait. Et puis si on ne veut pas avoir de bébé, on compte seulement son cycle. Donc si vous avez eu les règles 3 jours, vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 28 et vous recommencez. Est-ce que vous voyez jusqu'où on en est? Est-ce que là, il n'y a pas une sorte, et c'est ma question, je la pose à vous 4, s'il vous plaît, mesdames, on va y répondre à tour de rôle. Quel doit être le rôle des parents, dans un premier temps, sur l'éducation de la jeune fille, pour en faire une femme demain? Quel doit être le rôle? Parce que la fille de 15 ans qui va se faire enceinter a d'abord une mère qui aurait dû normalement lui apprendre les bases. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence par vous, madame. À ce forum ou encore à cette conférence de manière diaspora féminine différente. Allez-y. Oui, par rapport à la mère qui éduque, c'est vrai que une mère a le devoir d'éduquer son enfant, de transmettre les valeurs à tous les niveaux, les valeurs culturelles et toutes les valeurs possibles à son enfant. Mais il y a une chose aussi sur laquelle moi j'aimerais vraiment insister. Et si j'insiste là-dessus, c'est par rapport précisément au cancer du col de l'utérus. 4 des facteurs de risque du col de l'utérus ont un lien avec le rapport, la sexualité. D'accord. Donc, il y a la sexualité précoce, il y a les accouchements multiples, il y a plusieurs partenaires, la multiplicité des partenaires. Et bon, le docteur est là, je ne sais plus lequel. Mais en fait, en ce qui concerne la prévention primaire, à mon humble avis, je pense qu'il serait bien d'agir de manière juridique, légale, à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'âge de la majorité sexuelle est de 15 ans au Gabon. D'accord. Alors, pourquoi ne pas poser des bases, des mécanismes juridiques contraignants qui pourraient amener à mettre en application certaines recommandations, notamment
de retarder l'âge du premier rapport sexuel, comme il est dit. Donc, retarder l'âge du premier rapport sexuel. Donc, essayer d'encadrer toutes ces recommandations-là par des mécanismes contraignants qui permettraient à ce moment-là d'appliquer, de mettre en application ces recommandations-là. D'accord. On pourrait, par exemple... Voilà, ce sont des exemples. Voilà, c'est ça. souhaite. On pourrait, par exemple, et moi, c'est la proposition que je fais. Faites donc. Je vais peut-être être huée. Allez-y. Alors, on prend le risque. Relever l'âge de la majorité sexuelle qui est de 15 ans au Gabon. C'est très bien. Au niveau de l'âge de la majorité électorale, par exemple. Donc, 18 ans. 18 ans. Et pourquoi pas 21 ans, Ça, là, ça la majorité s'applaudit, civile. Ça s'applaudit, ça. Vous êtes d'accord avec elle? Moi aussi, à 1000%, mais encore, dites-nous. C'est votre proposition. C'est ma proposition. On la consigne, s'il vous plaît, c'est très important pour nous. Docteur? Moi, j'ai toujours milité pour l'abstinence. L'abstinence. J'ai toujours milité, mais malheureusement, la physiologie me rattrape toujours. Et puis, je n'ai pas un GPS pour suivre à distance les enfants. Du coup, et je pense aussi à ceux-là qui sont dans les orphelinats, qui n'ont pas de mère. Après, vous avez des orphelins, mais sans parents. Avec parents plutôt. D'accord. C'est-à-dire, il y a des parents, mais l'absence de contact franc, c'est pas seulement regarder, passer, se croiser. Il y a une autre dimension de la relation avec son enfant. Tout à fait. Vous êtes dans la maison, mais il n'y a pas ce contact-là fin qui fait que vous pouvez rester 15 ans, 17 ans avec votre enfant. C'est à l'étranger que vous saurez qui il est réellement, alors qu'il est déjà parti. C'est très grave. Donc c'est cette partie-là que nous devons tous ensemble s'asseoir pour travailler et intégrer. Et nous sommes là, nous allons travailler Voilà. ça tout de suite. Qu'on ait accouché l'enfant ou pas. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'avis que les parents doivent reprendre leur place? Continuer à revenir aux fondamentaux, donc essayer d'être proche des enfants, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre au monde, il s'agit aussi de les connaître. Qui mieux que le parent à la maison doit connaître son enfant? Êtes-vous d'avis? Oui, d'accord. Il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la société, et puis il y a l'éducation des amis aussi. Comment concilier tout ça et essayer de garder l'enfant sur la voie autorisée? Comment? Je pense que pour revenir sur ce que la dame a dit en premier, l'âge juridique, c'est un aspect. La première personne responsable, quand les enfants grandissent dans une famille équilibrée, il faut le dire, parce que toute la problématique vient là aujourd'hui. Nous avons des familles monoparentales, des parents démissionnaires, un enfant qui est dans un environnement équilibré, qui communique avec ses parents. C'est d'abord la première base pour lutter contre ces aspects de sexualité précoce. Parce que quand un enfant sent qu'il a la liberté, l'ouverture d'esprit de discuter avec ses parents, il va commencer à poser des questions. Vous, en tant que mère, vous devez savoir que, attention, cet enfant pose trop de questions, est-ce que... Et vous prenez à part cet enfant, vous lui dites, attention, tu n'as que 15 ans, la vie est encore longue, ton première expérience doit être quelque chose de voulu, de voulu et non un acte poussé parce que les copines font ci, la télé dit ci, et parce que la première expérience est importante. Comme le disait Madame Zélie Kégué, notre mère, une mauvaise expérience peut détruire la vie d'une femme. Et en parlant de mauvaise expérience, et je vais la citer, Madame Honorine Zélie-Tégué nous a raconté l'histoire d'une jeune fille qui se prostituait. Donc elles ont dû se transformer en homme pour aller récupérer cette fille. Je me souviens, maman. Et elles sont allées récupérer cette fille, elles l'ont emmenée chez elle à l'ODEFPA, son association, et elles ont transformé la vie. Elle a transformé la vie de cette jeune fille. C'est-à-dire que plutôt que de se prostituer, elle qui était sortie de l'école est revenue à l'école, a eu son diplôme à l'heure où je vous parle et se trouve aux États-Unis, n'est-ce pas, maman? C'est cela. Vous voyez, voilà des cas de conscience. Parce que pour parler des femmes, la santé des femmes aujourd'hui, je pense qu'il faut partir de la base. Et la base, c'est l'éducation. Maman, à votre époque. Oui, allez-y, je vous en prie. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de ce qu'on avait de bien dans notre culture. Moi, je vois, mes grands-parents ont fait 11 enfants. 11 enfants, tous les enfants sont nés tous les 2 ans. Il y avait déjà un planning familial. Il n'y avait pas de pilule.
Il n'y avait pas de pilule. Ma grand-mère a fait ses 11 enfants. Ses 11 enfants sont vivants, elle n'a pas eu de problème, elle était sous le grésilin. Il n'y avait pas de pilule. Donc, c'est pour dire on n'a pas, disons, des aspects culturels. Il ne faut pas oublier cela. C'est cela. Et comme on dit, la femme était éduquée, la jeune fille était éduquée, elle était entourée de ses mamans. Et c'est éviter toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Il faut le dire, c'est la vérité. Et là, on entre dans une période sensible. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Vous voyez aujourd'hui les bars de Libreville. On se demande parfois ce que font les pouvoirs publics. Vous avez des enfants de 15 ans à 16 ans. Pour les parents, ils sont à l'école, mais ces bars fonctionnent sans problème. D'accord. Hein, sans problème. Il n'y a personne. Sur la place publique, mais il y a des enfants de 15 à 16 ans. Mais là, je prends la balle au bon, docteur. À l'époque, moi, je ne suis pas soixantenaire, quand même, ça ne se voit pas sur mon visage, même si je m'approche de cela. Mais quand même, à cette époque-là, nous, quand on a grandi, lorsqu'une grande personne passait, si on faisait une bêtise, si on n'était pas à la maison à l'heure où il fallait, on se cachait. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le gars, il te regarde dans les yeux, il te tutoie même, il te dit quoi? Tu es mon père, tu es ma mère. À quel moment il y a eu friture sur la ligne d'éducation? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Je vais quand même poser la question à Maman Benga. Excusez-moi, docteur, à votre époque, pour nous emmener sur la voie où nous sommes aujourd'hui, qui a fait que nous soyons les personnes que nous sommes, comment vous faisiez? Quel était le secret? L'enfant était l'enfant de la communauté. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière entre les maisons. Mais on avait les ponts. On avait construit des ponts et non des barrières. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont des barrières, leurs enfants sont déviergés par leurs chauffeurs. Donc il faudrait revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire la prévention. La prévention passe par la sensibilisation et par l'éducation. Comme je disais, la jeune fille n'était pas libre, on lui rappelait tout le temps, tu es une femme, parce que les conséquences sont tellement lourdes. Et les chocs, ce qu'on appelle les chocs, font en sorte que la plupart des femmes vieillissent mal, parce que la rétention de tout ce que vous avez fait dans la jeunesse se ressent lorsque vous vieillissez. Donc il faudrait savoir ça. Ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le ressentir. Donc c'était l'éducation et la prévention. Donc il faut moderniser nos savoir-faire, nos savoirs et nos savoir-faire. Par exemple, l'État va créer des maisons où on a des maisons d'écoute. Toutes les générations se croisent pour éduquer la jeune fille. Sa sexualité, c'est quelque chose de très important. Donc vous m'avez coupé quand je disais qu'il faut la prévention. Pour ne pas avoir la tension, pour ne pas avoir le diabète. Quand même, versez vos pupilles, vous allez voir si c'est sucré, les fourmis vont venir les suivre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Merci Maman Benga. Merci Maman Benga, elle est très pratique et nous sommes là justement pour ça. Oui, applaudissez-la s'il vous plaît. Vous êtes aimables. Donc parce que nous sommes pris par le temps, nous allons revenir aux solutions pratiques. Parce que la fille d'hier devient la femme de demain et donc le dirigeant de la société aussi. Comment faire pour parvenir à rester dans le cadre, celui autorisé? Que doit faire la femme? Que doit faire la société? Et là d'abord je vais retourner ma question à moi-même. Que doivent faire les associations? Parce qu'aujourd'hui on parle de leadership. Les associations qui regroupent les femmes là. Est-ce qu'il suffit simplement d'être au sein d'une association pour entendre les messages comme il faut vous prévenir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça? Quel doit être le rôle des associations aujourd'hui puisqu'elles sont en nombre, on les connaît, elles sont dûment identifiées? Que doivent faire ces associations justement pour que nous puissions, nous, en Afrique, avoir de bons leaders féminins? Il faut l'éducation. Mais encore. Il faut d'abord l'éducation parce que pour pouvoir entreprendre, il faut être de bonne santé.
Il faut avoir aussi l'esprit sain pour attirer les bonnes énergies. Mais si vous n'avez pas, si nous dans les associations, nous parlons que du formel, vous oubliez que la matérialisation dépend de l'état de votre esprit, ça ne vaut pas la peine. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. La femme n'a jamais menti. Il faut dire la vérité aux femmes que les deux vont ensemble. Il faudrait que quand vous voulez entreprendre, nous vivons en convivialité avec notre environnement. Vous ne pouvez pas matérialiser un projet, je le disais ce matin, si la lune n'est pas croissante et si elle n'est pas pleine. C'est comme ça qu'on plante chez nous. Les femmes que vous dites illettrées là, ce sont des astronautes. Elles savent quand est-ce qu'il faut planter et quand est-ce qu'il ne le faut pas. Pour soigner, elles savent quand il faut soigner et quand il ne faut pas. Alors que vous venez avec le business plan, vous croyez que vous pouvez faire les actes. Sacré Maman Benga, merci beaucoup. Pertinent, très pertinent en effet, docteur Élise Obab. Aujourd'hui, que faut-il faire? Aujourd'hui, de moins en moins de femmes vont dans les PMI. On s'écoute. De moins en moins de femmes vont dans les PMI parce que la PMI c'est dégradant, il n'y a pas nécessairement le pédiatre. Mais je me souviens encore que ces femmes dans les PMI là ont joué un rôle important dans la vie de chacune des femmes dans cette salle, parce que ce sont elles qui ont accompagné les mamans depuis le début jusqu'à ce jour. Donc quel doit être, vers quoi les femmes doivent se retourner, et surtout quels doivent être les rôles des associations, les nombreuses qui sont dûment constituées? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand même, 98% des femmes enceintes sont suivies dans les premiers trimestres de la grossesse. Et ce nombre se réduit souvent à 78%, passe vers la fin, c'est-à-dire si elles vont faire les premiers examens, elles jugent que c'est normal, ou bien vraiment, dès qu'on commence à aborder les questions de sida, certaines abandonnent au milieu, mais quand même aujourd'hui, sur ce plan, la femme gabonaise a fait un effort, 98% au départ, 78% à la fin. 98% de femmes qui vont dans les PMI. Oui, enceintes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Quel est le taux aujourd'hui du sida de la sérologie des femmes gabonaises? Le taux du sida de la sérologie des femmes gabonaises, c'est vrai, il reste quand même un peu... C'est 5,8%. En 2017? Non, pas en 2017, 2014. 2014. C'est 5,8% pour les femmes de 15 à 49 ans contre 2,2% pour les hommes. Donc c'est pour dire que les femmes sont plus vulnérables face au VIH. Parce qu'elles sont plus vulnérables face au VIH. Elles le sont pourquoi? Expliquez-nous quelles sont les causes, docteur. Elles le sont pourquoi? Est-ce que parce qu'elles ne sont pas informées? Est-ce parce qu'elles ne sont pas éduquées? On parle des 3,90, l'ONU SIDA nous parle des 3,90 et c'est des objectifs à atteindre. Il y a des campagnes de sensibilisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avant on prenait 10 comprimés, ça je l'ai appris avec l'ONU SIDA. Aujourd'hui on peut prendre un comprimé à heure fixe chaque jour pour combattre le sida et on n'en meurt plus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, docteur? Dites-moi. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Que les femmes soient plus vulnérables que les hommes. La paupérisation. La paupérisation? Oui. Les femmes aujourd'hui, le revenu d'une femme, par exemple, quand on voit aujourd'hui, pour à peu près peut-être la moitié des femmes, disons, on a entre 15 et 49 ans, pour 58% des femmes travaillent, alors qu'on a un chiffre de 94%. Vous voyez, et les emplois des femmes sont souvent précaires. Aujourd'hui, bon, il faut le dire, les femmes sont obligées de se vendre. Parfois. Est-ce qu'elles sont obligées? Mais c'est ce qu'elles disent. Est-ce qu'elles sont obligées? Elles ne sont pas obligées. On a toujours le choix, même quand il n'y a pas le choix. On a le choix, parce que moi je dis aujourd'hui on a le choix, on a la volonté. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on a ses deux mains, on a ses deux pieds. Hein, comme nous l'a expliqué aujourd'hui Maman Bitégué, rien n'empêche de se mettre devant, de mettre une table devant chez soi, de pouvoir vendre quelque chose pour avoir un minimum de revenus. Aujourd'hui, les associations sont là pour accompagner ces femmes. Mais malheureusement, dans les associations, est-ce que ces associations jouent vraiment leur rôle?
Est-ce qu'elles écoutent vraiment ces femmes en difficulté ou chacun veut monter une association pour se dire leader? Il faudrait aussi voir ces aspects-là. D'accord. Mais pour la santé de la femme, je pense que les associations font ce qu'elles peuvent, hein, sans les défendre ici. Elles vont continuer de travailler, on va les encourager dans ce sens-là. On revient à vous, docteur. Le temps nous est qui nous est malheureusement imparti tire à sa fin. On va essayer de conclure. Comment briser le tabou, justement, permettre à toutes ces femmes qui sont malades, qui n'ont peut-être pas l'oreille attentive, de venir vers le médecin agréé pour lui dire je suis malade et dire autour d'elle qu'elle est malade. Comment on vit avec ça? Comment doit-elle justement briser le tabou? Moi, je vais dire, en matière de santé, lorsqu'il y a un problème, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a d'abord des ressources humaines formées? Est-ce qu'il y a un personnel de santé? Oui, il y a une faculté de médecine au Gabon qui forme depuis, pour la femme, des sages-femmes et compétentes, un personnel de santé qualifié. Après, on se pose la question, il y a un personnel, est-ce qu'il y a des structures où on peut recevoir ces femmes-là? Oui, il y a des centres de protection maternelle et infantile, les PMI, que vous avez cité tantôt, qui existent depuis et qui ont des activités bien répertoriées. Dans ces activités, il y a le planning familial, il y a la prévention. Donc, si vous voulez discuter avec une sage-femme de votre situation en dehors de la grossesse, vous y avez accès. Et à ce niveau, la fréquentation est moindre. Après, on se pose la question, il y a l'infrastructure. Est-ce qu'à l'intérieur, on peut prendre en charge? Dieu a bien fait les choses. L'accouchement, il est naturel. Les interventions ne sont que rares et de plus en plus, on interdit d'intervenir sur un accouchement qui est en train de se dérouler. Donc là-dessus, la femme, si elle est bien suivie, elle va accoucher naturellement. On va utiliser moins de produits, comme la femme qui accouche dans les pays pygmées. Vous voyez? Qui n'a pas besoin de tout ce matériel. Voilà. Donc si on suit, en principe, on peut éliminer le maximum de problèmes parce que 82% de l'homme a mis la main à la pâte dans son comportement et dans ses attitudes. D'accord. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la situation où nous tous on attend. Nous tous on attend. Moi, je suis personnel de santé, j'attends. Vous attendez quoi? J'attends que le malade arrive. Moi, je suis une femme à la maison, j'attends. J'attends que la maladie arrive. Je suis une association, mais j'attends que les fonds arrivent. Sachant qu'après, il y a des risques. J'attends que les fonds arrivent pour aller m'instruire, pour parler. Parce que j'ai acquis la parole, peut-être que je l'ai acheté. J'attends qu'on vienne me donner l'argent pour restituer ce que j'ai appris. Les associations doivent aujourd'hui avoir la bonne information. Vous ne pouvez pas parler de femmes si vous ne savez pas comment la femme est constituée. Qu'est-ce qu'elle a, la femme? Comment elle est constituée pour qu'elle ait plus le sida qu'une autre, que le garçon? C'est justement à cause de son anatomie. Je crois qu'il y a des endroits ici où on peut s'instruire. Il y a la Croix-Rouge, vous allez en association. Voilà. Les soins d'urgence, vous pouvez aller à la Croix-Rouge, vous apprenez comment ça se fait. Et du coup, quand vous allez dans la communauté, parce qu'il y a ce volet dans les compétences du ministère de la Santé, la médecine communautaire. Mais cette médecine communautaire a été mise comme aux archives. D'accord, on va le retenir. Voilà, elle aux archives. Donc les associations doivent intégrer la médecine communautaire comme des éducateurs pairs. D'accord, voilà. Merci beaucoup. On va essayer de conclure avec vous avant 2 questions. Aziz est déjà pas très loin. Donc, allez-y, donnez-nous pas votre mot de la fin, mais comment est-ce que vous envisagez, comment la femme doit-elle envisager de briser les tabous qui la séparent de sa bonne santé? On va le dire comme ça. Oser parler déjà, oser parler, dénoncer, oser parler des mots dont elle souffre. En parler déjà au niveau de son entourage, se rapprocher. Vous craignez qu'il y ait le regard des gens aussi. Oui, généralement, on se tait à cause du regard des gens. Mais il faut quand même, il faut un premier pas. Il faut un premier pas. Sinon nous resterons toujours au point de départ. Et pour revenir au sujet du périnée que j'ai évoqué, je n'aimerais pas le laisser en suspens. Nous avons dit ici que la femme leader, c'est aussi celle qui annonce ses problèmes et trouve des solutions, même si ces solutions ne sont pas adaptées. On va les retenir à l'unanimité. Alors par rapport à ce problème-là, qui est vraiment un gros problème de santé publique, moi je propose
parce que j'ai mené quelques investigations sur le terrain. La sage-femme est celle qui est en contact avec la femme pendant et après, pendant la grossesse et à l'accouchement. Alors, elle est vraiment l'acteur, c'est vraiment elle qui peut éduquer, sensibiliser, informer ces femmes-là. Or, lors de son cursus scolaire, la sage-femme ne reçoit pas une formation en rapport avec la rééducation du périnée. Donc, où c'est un élément qui doit être inclus dans le programme universitaire, ou alors des formations complémentaires. Et au moins, lorsque les femmes se présentent, quand elles les voient la première fois, c'est déjà de leur parler de tout ça. Voilà, vous allez accoucher, votre périnée va subir Il sera traumatisé. Voilà, il va être traumatisé, voilà. C'est le mot qu'il faut. Et donc, il est important de le préserver. Et pour le préserver, voilà ce qu'il faut faire. Avant l'accouchement, après l'accouchement, voici ce qu'il faut faire. Mais vous aussi, en tant qu'association, vous pouvez prendre le bâton de pèlerin et le dire aux femmes, s'il vous plaît, lorsque vous accouchez, faites comme ça, et pas comme ça, comme ça. C'est ce que vous faites. Mais est-ce que vous le faites juste à Libreville? Parce qu'à Libreville, les femmes sont servies, mais est-ce que vous pensez à l'arrière-pays où les femmes accouchent encore, à même le sol? C'est l'idéal pour nous, c'est l'idéal. Ah si. Vous savez, vous pouvez pas dire que à l'intérieur du pays, toutes les femmes, je prends le cas de Makoko et de Yem, où je suis allée, il y a encore des femmes qui sont tellement éloignées des structures médicales qui ont du mal à donner la vie dans des structures agréées. Ça, c'est vérifié. Et c'est pourquoi l'État, justement, a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Donc vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous allez aussi vers ces populations de l'arrière-pays qui, généralement, sont laissées pour compte? L'idéal, c'est ça. L'idéal. Beaucoup d'associations veulent bien le faire, notamment à Azafak. Mais nous avons un problème majeur. Lequel? C'est celui des finances. Ça fait 1 an que nous existons à Azafak. Nous avons mené beaucoup d'actions sur le terrain. Mais très souvent, la majorité, je veux dire à 80% des fonds utilisés lors de nos activités, ce sont des fonds propres. La FNAS est là. Il y a une demande ici. La FNAS est là. Le monsieur de la FNAS, il est là, il est parti. Je l'avais déjà rencontré, le monsieur. D'accord, revenez encore le rencontrer. On va tous vous soutenir parce qu'on est tous témoins là, de votre demande. D'accord. Heureusement qu'il y a des personnes de très bonne volonté. Récemment, nous avons été confrontés à une situation d'une dame. S'il vous plaît, on a plus de temps. Ça faisait 2 ans qu'on lui avait détecté un cancer du sein. Ça faisait 2 ans qu'on lui avait détecté ce cancer du sein et qui n'arrivait pas à se faire opérer. Nous avons dû batailler, mais grâce à la générosité de 2 dames, parce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et cette personne est-elle économiquement faible? Économiquement. Elle n'est pas allée à la CNAPS? Malheureusement, c'est une étrangère. Je vais préciser, malheureusement, c'est une étrangère. Elle n'était pas éligible à la CNAPS. Voilà, c'est ça. Parce que même quand on est étranger, il y a possibilité d'accéder à l'assurance maladie. Ça dépend de là où vous travaillez. Exactement. Mais seulement celle-ci, elle n'était pas les critères d'éligibilité. D'accord. Parce que j'ai été justement à Ngonje et là-bas on a dit, quel que soit, il y a toujours la petite porte pour aider les gens, même si c'est pas à 1000%, mais l'assurance du docteur Mbele Bayogo, c'était on peut vous aider jusqu'à un certain niveau. Oui, mais pour ces personnes-là qui sont dans des cas comme ceux-là, dans des situations comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir? On va poser la question. Docteur, vous qui êtes gynécologue obstétricienne, j'y arrive, quelles sont les pathologies que vous rencontrez au quotidien? On va comprendre que c'est lié à l'appareil de la femme, mais encore. C'est l'ignorance de la femme. Parce que de plus en plus, il faut considérer que l'ignorance devient une pathologie. D'accord. Parce que ça veut dire, en d'autres termes? Moi, j'ai travaillé dans les hôpitaux. À force de voir les maladies, j'en suis sortie pour aller sensibiliser les femmes. Très bien. Partout dans le Gabon et dans les quartiers. Et devant cette sensibilisation, nous nous retrouvons aujourd'hui à comprendre en fait qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et nous devons comprendre qu'en fait, la femme ne commence pas seulement à femme. C'est-à-dire que la fille de 15 ans aujourd'hui sera d'ici la fin de la décennie de la femme
de demain, sur laquelle on devra faire notre bilan. Donc, il est question aujourd'hui, à mon humble avis, de ne plus se focaliser sur les maladies, mais de les prévenir. Donc, il est essentiel que nous rentrons désormais dans la partie préventive pour espérer avoir des résultats qui nous grandissent. Parce qu'à force d'attendre sur place les maladies, on ne va jamais s'en sortir. Et le leadership, on ne va pas l'atteindre. Voilà, on l'a compris, la femme doit absolument s'informer. Et la deuxième édition de la conférence du leadership féminin du Gabon sur le thème leadership féminin, outils de changement et de développement de la société gabonaise a été un moment riche et surtout très instructif. Madame Catherine Samba-Ponza, prenant part à ces débats, nous a rappelé qu'un bon leader, c'est d'abord un leader qui connaît son état de santé, mais aussi et surtout qui aide les autres à connaître les leurs. Voilà pour l'essentiel de ce Entre elles qui se referme sur la belle télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes.